Bonjour à tous, je vais vous présenter mon séminaire de recherche qui porte sur la génération d'écoulements expiratoires pulsés pour limiter la déformation trachéobronchique en ventilation liquidienne totale. Extrêmement long pour ne pas dire grand-chose. Donc il y a trois parties générales que je vais décomposer. La génération d'écoulements expiratoires pulsés, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'expiration. De quoi? De la ventilation liquidienne totale que je vais vous parler juste après. Et la déformation trachéobronchique. Trachéobronchique, c'est trachée et les deux conches primaires. Donc pour contextualiser un peu le projet, pourquoi la ventilation liquidienne? Il faut savoir que rien qu'au Québec, le taux de prématurité est porté à 7% en moyenne chaque année et 0,5% d'extrême prématuré, donc de bébés nés avant 28 semaines de grossesse, ce qui représente à peu près 400 naissances par an, rien qu'au Québec. Dans certaines parties du monde, par exemple en Afrique et en Asie, ça monte beaucoup plus haut. Et nous, on va s'intéresser aux nano-prématurés qui pèsent environ 500 grammes. Et on va surtout se baser sur le poids du bébé, parce que c'est une donnée qu'on peut avoir partout dans le monde et tout le monde n'a pas accès à un suivi de natalité, de savoir quel âge a le bébé quand il est. Le gros problème qu'ont ces prématurés et surtout extrêmes prématurés, c'est qu'ils ont une grande mortalité infantile et morbidité, c'est-à-dire des maladies infantiles liées à problèmes respiratoires, problèmes neurologiques, de visuels, auditifs, etc. Il y en a beaucoup. Ça monte à 70% pour les grandes prématurités et très grandes prématurités. Donc les points bleu foncé et jaune que vous voyez ici sur le graphique. Et ça monte à 90%, voire plus, en dessous de 22 semaines de grossesse, donc les bébés qui pèsent 500 grammes. Ces problèmes sont... les médecins, en fait, essaient de corriger ce problème grâce à la ventilation mécanique classique. Donc on leur met un masque, on les intube, ventilation classique. Le problème qu'il y a, c'est que les prématurés n'ont pas assez de liquide qu'on appelle le surfactant. C'est un liquide qui vient lubrifier, je simplifie, mais qui vient lubrifier les voies aériennes et qui permet de favoriser les échanges gazeux entre l'air et le sang. Ils sont très déficients de ça, les prématurés et principalement les extrêmes prématurés. Ce qui crée une inflammation pulmonaire. Donc on envoie plus d'air, donc plus d'inflammation, plus d'air, plus d'inflammation. Enfin bref, on tombe dans un cercle vicieux et ça crée plus de problèmes. Et donc nous, le but du projet, c'est de remplacer l'air par un liquide. Et le liquide qu'on utilise, nous, c'est le PFOB. Je ne vais pas vous dire son nom complet parce que je n'arrive jamais à le prononcer. Et qui porte une propriété de solubilité en oxygène qui est 100 fois plus élevée que l'eau. C'est très bien pour nous, ce qu'on veut, pour oxygéner notre patient. L'idée, ce serait de le traiter dès la naissance, évidemment. Et un problème majeur qu'il y a, c'est que le liquide est 2 fois plus dense que l'eau. Donc forcément, ça crée des pertes de charge beaucoup plus élevées quand on vient retirer le liquide. Et ça, je vous en parlerai juste après. Et une propriété très importante du PFOB, c'est qu'il viendra remplacer le surfactant, donc la partie lubrifiante des poumons, pour venir à la place lubrifier les voies aériennes et provoquer la production de surfactants qu'on dit endogènes, donc qui est créé naturellement par le bébé. Pour vous présenter la machine qu'on utilise, elle est juste ici, décomposée en 3 grandes parties. La partie qu'on appelle PVU, donc la pompe, PTU, traitement, et ici, interface homme-machine et panneau électrique qui va effectuer tous les calculs. Donc ici, la partie traitement, on a 3 réservoirs. Les 2 premiers réservoirs vont venir oxygéner le liquide. La troisième sert en fait de réservoir un peu tampon pour venir récupérer le liquide pour oxygéner ensuite le patient. Et pendant que ce liquide se fait oxygéner, il tourne en continu avec la pompe et chauffer en même temps.
pour garder une homogénéité en oxygène et en température. Et ici, la partie commande du fluide, donc on a la partie inspiratoire à gauche et expiratoire à droite. On va venir prendre le liquide oxygéné et le chauffer ici depuis le réservoir tampon, le pousser dans le poumon. On va fermer la valve et retirer ici le liquide pendant l'expiration. Et comme je vous disais, le liquide est 2 fois plus dense que l'eau, donc ça crée des problèmes de perte de charge. Donc on va venir mesurer ici la pression. Donc les problèmes que l'on a, que je vous parle ici, avec une commande, avec cette commande ici pendant l'expiration, on observe ici des chutes de pression. Ces chutes de pression symbolisent une fermeture spontanée de la trachée qu'on appelle collapsus. Et ça, on va à tout prix l'éviter parce qu'on vient déformer les voies aériennes. Donc on vient déformer les voies aériennes et puis on crée vraiment ce qu'on appelle un phénomène d'étranglement. Il faut juste vous imaginer qu'on vous tient à la gorge, c'est exactement le même phénomène. Et on veut à tout prix éviter ça. Et nous, on va autoriser une déformation maximum de 50% de la trachée. Pour vous expliquer un peu, ça c'est une image sous CT scan, donc sous rayon X. Donc ici la trachée, là les 2 poumons, à droite et à gauche. Droite et gauche, je n'arrive jamais à me repérer sur ces images. Et nous, on va s'intéresser, encore une fois, qu'à la partie expiratoire. La partie ici à gauche et non à droite. Pour éviter ces collapsus, on a beaucoup d'algorithmes, notamment de réduire le débit. Et moi, on va tester un nouvel algorithme d'oscillation. Et au lieu de mettre ce profil à gauche en exponentielle inverse qu'on utilise depuis 15 ans, on va mettre ce profil ici, linéaire. Et en fait, ce profil linéaire, avec le contrôleur, ça va créer une instabilité, ça va créer des oscillations. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut, créer des oscillations et voir comment ça se passe. Le contrôleur dont je vous parle, c'est celui-ci. C'est un contrôleur de rétroaction, un contrôleur feedback, créé par Clément Bouchard l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe? C'est, dans un premier temps, le système va venir mesurer la pression, et en même temps, le modèle, le calculateur, va venir estimer une pression, donc P chapeau, avec les 3 équations qu'il y a juste en dessous, et les 4 paramètres qu'on va rentrer manuellement. Donc, ici, EL, l'élastance, la rigidité des voies aériennes, 2 paramètres, ici R1 et R2 de perte de charge, c'est des facteurs de perte de charge, et A, c'est un facteur de retard. Donc, pendant que le calculateur va estimer la pression, il va la soustraire à la pression réelle, et à partir d'une certaine erreur qui va dépasser une certaine bande passante, où on va permettre une certaine erreur, que je vous expliquais là, on va venir corriger ici le débit, la consigne. Et la consigne va, donc comment on réduit le débit? En théorie, on réouvre les voies aériennes, et c'est ce qu'on veut. Donc c'est ce qu'il a documenté dans son mémoire. Donc on observe 3 parties principales. Donc la première et la dernière partie, on ne s'y intéresse pas. Donc ici, la partie linéaire, le profil linéaire, là les voies aériennes sont ouvertes. Donc parfait, on suit le profil linéaire. Ici, réduction de l'erreur, donc une diminution de pression, donc on ferme les voies aériennes. Et là, ici, on est dans l'instabilité, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est là, moi, où j'interviens, c'est cette partie-là. C'est mes travaux, étudier cette partie oscillante. Donc voilà, mon objectif, c'est comment générer, quel est l'impact d'un écoulement qu'on dit pulsé durant une expiration en ventilation liquidienne totale. Donc pour ça, on va passer sous CT scan dynamique en 4 dimensions, donc 3 spatiales et 1 temporelle, sur 2 cochons d'environ 2,2 kg. Donc ici, un peu une image d'une expérience qu'on a faite au début du mois. Et en première observation, c'est une ouverture des voies aériennes supérieure à 50%, comme je vous parlais au début. Et dans un second temps, on va vérifier le temps expiratoire si on est meilleur que le profil exponentiel qu'on utilise depuis 15 ans. Donc 8,3 secondes, c'est la moyenne d'un profil exponentiel.
Donc, pour les mesures sous CT scan, on a fait 10 images par seconde d'une durée entre 20 et 25 secondes avec une résolution spatiale de 0,6 mm3. C'est assez petit, mais on n'arrive pas à voir les bronches très petites, les bronches très loin dans les voies aériennes. C'est pour ça qu'on s'intéresse qu'à la trachée et aux deux premières bronches. 3 types de mesures pour voir les déformations au niveau de la trachée, des bronches et de la carène. La carène, c'est ce qui fait la jonction entre les deux bronches et la trachée. 8 configurations différentes sur 2 cochons avec 13 CT scans et j'en ai analysé 6 que je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les manips? On a modifié 3 paramètres. Delta P, la bande proportionnelle, limite erreur et TE. Comment ça fonctionne tout ça? Donc sur le schéma ici, on a l'erreur et ici le débit, la consigne. Limite erreur va venir décaler la bande proportionnelle, c'est-à-dire qu'on va permettre une erreur là par exemple jusqu'à -10, et à partir de -10, on va venir corriger la consigne de débit. Et après, on est dans la bande proportionnelle. Si on dépasse cette bande proportionnelle, le débit remonte immédiatement à 0. Un peu complexe à comprendre, mais voilà l'idée. Et TE, donc c'est notre temps expiratoire. Donc c'est le débit maximum qu'on impose au tout début de l'expiration. Et ça, c'est un critère qui est très important. Une fois qu'on a rentré ces paramètres, qu'on a fait nos tests, sous CT scan, moi j'obtiens des images comme ça en 3D. Donc 3 types d'images dans 3 dimensions différentes. Une image une par une, hauteur par hauteur. C'est inexploitable en noir et blanc comme ça. Donc il faut que je les mette en 3D. Donc dans un premier temps, je détecte le PFOB avec un seuil d'intensité. Ensuite, je viens lisser les données parce que comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de parasites qu'on ne veut pas. Je viens lisser tout ça et je garde que la trachée et les deux bronches. Ensuite, je viens séparer pour pouvoir exporter les données et les synchroniser ici avec le log file, donc les données issues de la pompe. Et comment j'ai synchronisé les données? C'est qu'une chute de section symbolise une chute de pression. Et qui dit chute de pression dit diminution de section. Voilà, tout simplement. En première observation, ici c'est un exemple, c'est la toute première séquence qu'on a faite. Ici c'est un diagramme de phase, débit en fonction du volume expiré. Donc la phase ici d'accélération qu'il y a au tout début du profil expiratoire. On remarque que pour avoir jusqu'à 50% d'ouverture, le profil linéaire fonctionne très bien. Donc ça veut dire qu'on peut permettre un débit beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps. Donc le profil exponentiel peut être amélioré. Ensuite, dans un second temps, on repère que les oscillations tendent à suivre ce profil ici de référence exponentielle. Donc, ce qui montre que le profil exponentiel qu'on a déterminé expérimentalement il y a 15 ans, on vient de le remontrer d'une certaine manière ici avec un contrôleur que c'est un profil qui est presque idéal. Ensuite, je vais vous présenter les résultats avec des animations. Donc celle-ci, elle démarre tout de suite. Donc là, c'est avec un débit expiratoire très court, donc très haut débit, et une bande proportionnelle à 20, donc c'est-à-dire une grande bande proportionnelle. Donc on observe ici que le débit, la section diminue très fortement jusqu'à 10% d'ouverture, donc on crée des collapsus, on ne veut absolument pas ça. Et on observe ici des doubles pics, c'est qu'en fait le contrôleur n'arrive pas à gérer, il essaie de réouvrir les voies aériennes, il tente une fois, il n'y arrive pas, et il retente une deuxième fois pour pouvoir réessayer de réouvrir les voies aériennes. C'est pour ça qu'on observe un double pic. Donc ici, un temps expiratoire très court, donc débit très fort, le contrôleur n'arrive pas à gérer. On a voulu essayer autre chose après, c'est créer des oscillations en fin d'expiration. Donc pour ça, on utilisait le limite erreur qu'on a décalé, que je vous ai expliqué juste avant. Et ici, les oscillations ont commencé à 50% d'ouverture à peu près. Et en fait, l'ouverture descend jusqu'à 10%. Donc on crée des collapsus, on ferme les voies aériennes. Donc des oscillations en fin d'expiration, on ne veut pas ça non plus. Troisième cas qui est beaucoup plus intéressant. On a ici des hautes fréquences.
Donc on règle avec la bande proportionnelle qui est plutôt courte. Et là, on observe que la section diminue jusqu'au pire des cas, jusqu'à 70%. Donc on laisse les voies aériennes ouvertes, et pourtant on a mis un profil linéaire très fort, et qui est maintenu, et on a réussi à faire un débit expiratoire. Le problème étant, c'est qu'on est à 10 secondes, voire 11 secondes d'expiration. C'est trop long. Une petite conclusion intermédiaire pour comparer, c'est que le contrôleur n'arrive pas à gérer les forts débits, il est obligé de 2 tentatives. Les oscillations en fin d'expiration, ça pose problème. Par contre, les hautes fréquences, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Ça ouvre les voies aériennes, mais c'est trop long. Donc c'est pour ça qu'il faudrait combiner les deux. Haute fréquence au début, pas de fréquence à la fin, pour pouvoir être rapide. C'est ce qu'on a voulu essayer sur un autre cochon qu'on a fait au début du mois. Donc ici, le profil idéal, enfin idéal que je voulais essayer. Donc au début, on observe bien la même forme. Puis après, arrive ici, une chute ici. Puis ça va, c'est très instable. Là, on tape dans le collapsus et on maintient le collapsus. Et nous, on ne veut pas ça non plus. Donc là, il y a eu un problème. Donc ça n'est pas bon. On a voulu aussi revérifier celle à haute fréquence. À haute fréquence, on a obtenu ça. Donc, ici, on a des hautes fréquences, c'est parfait. Par contre, vous voyez, on descend jusqu'à 20, jusqu'à 10% d'ouverture. Pourtant, sur le cochon d'avant, ça a fonctionné. Quel est le problème derrière ça? C'est qu'en fait, durant la manip, l'animal a été rendu instable et on a mis trop de liquide dans le poumon. Pour le premier cochon, on était à peu près à 40 ml par kilo. Et là, sur le cochon de novembre, on est à 60 ml par kilo. Donc on a 40 ml en plus. Donc on vient dilater beaucoup plus les voies aériennes. Donc elles sont beaucoup plus souples. On suppose que c'est ça qui a dû créer les collapsus. Et en essayant de le rendre stable avec le profil exponentiel dont on sait que ça marche, qu'il n'y a pas de collapsus, on a essayé de le remettre pour le stabiliser et on a créé sur une dizaine de cycles 2 collapsus d'affilée en fin d'expiration. Donc là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Et on a pu prouver aussi que les 2 bandes passantes de 20 et 15 permettent vraiment des fréquences de 4 et 3.3 Hz. Un autre phénomène important, c'est qu'on sait, Audrey Joly en 2020 a montré que les collapsus sont liés à la vitesse du son. Donc le débit expiratoire, quand on retire trop vite, si la vitesse du liquide dans les voies aériennes dépasse la vitesse du son, en tout cas c'est un des paramètres, ce n'est pas le seul, on va forcément créer des collapsus. Là, la vitesse maximum que nous, on a sur le premier cochon, on a 0,9 mètres par seconde, alors que dans la trachée, on a créé des collapsus et que la vitesse du son est à 1,2. Ce qui veut dire que le problème ne vient pas de la trachée, mais vient de beaucoup plus loin. Il vient des branches qui sont beaucoup plus basses. Et on l'a prouvé aussi avec la décomposition en éléments simples. Et cette donnée-là de vitesse du son, elle nous permet aussi de comparer les 2 cochons. Là, on est à 1,2 et ici, on est à 1,8. Ce qui veut dire que les voies aériennes sont plus ouvertes. Donc, par exemple, ici, en fin d'expiration, donc là où il y a le moins de liquide, on est à 28 mm². Ici, au premier cochon, on est à 17 mm². Donc, on a trop dilaté les voies aériennes, ce qui montre pourquoi on a favorisé les collapsus. Une dernière chose qui est intéressante, c'est que pour 2 paramètres identiques, on a 2 résultats différents. Là, le premier résultat, donc un scan des bronches, c'est qu'on a des oscillations ici plutôt fortes, des oscillations de 1 Hz plutôt prononcées, et on a créé des collapsus jusqu'à 10% d'ouverture. Donc, on ne veut pas ça, et pourtant, sur le scan qu'on a fait vraiment 5 cycles avant, et pourtant ici on arrive jusqu'à un minimum de 40% d'ouverture. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est que les voies aériennes du cochon au début de la manip, en fait, n'étaient pas suffisamment ouvertes. Elles étaient au quart fermé, pardon. Et donc on avait 19 mm², c'est des carrés, c'est pas des cubes.
d'ouverture de section contre 23 normalement durant toute la durée de la manip. Donc le contrôleur a détecté très tôt ce problème qu'on avait fermé les voies aériennes. C'est pour ça que on a ici des oscillations qui démarrent tôt et qui se terminent tard, et on a limité une ouverture à 50%. Alors que sur celui juste avant, voilà, celui juste avant, on a des oscillations qui démarrent plutôt tard et qui sont très prononcées, et on descendait jusqu'à 10% d'ouverture. Donc d'une certaine manière, on a reprouvé que plus on démarre les oscillations tôt, mieux c'est. Et donc pour conclure un peu sur tout ça, c'est la première fois au monde qu'on montre des oscillations sous cette forme-là en 4 dimensions sous CT scan, qu'on montre des collapsus sous cette forme. Le phénomène d'oscillation, normalement, a tendance à provoquer une résonance, donc un phénomène de quart d'onde, notamment dans les tubes flexibles avec les équations de Moitz-Korteweg, j'arrive pas à prononcer, et on ne l'observe pas, ce qui est assez surprenant. Et l'expiration pulsée, donc oscillatoire, est plutôt une bonne chose à haute fréquence, puisqu'on permet une ouverture jusqu'à 70%, tandis que les basses fréquences ont tendance à favoriser les collapsus. Et l'étude de la vitesse du son, une chose qu'on savait déjà, mais là on l'a encore une fois prouvé, c'est que la limitation du débit vient de beaucoup plus loin, elle est distale, elle vient de beaucoup plus loin, beaucoup plus profonde dans les voies aériennes. Et ça nécessite donc une étude numérique et expérimentale en dessous de 0,6 mm3 pour pouvoir détecter les bronches beaucoup plus petites. Et en perspective, ce serait d'étudier la répétabilité de toutes les séquences que je vous ai présentées sur d'autres cochons, voir si c'est répétable, et le faire sur une durée plutôt prolongée pour voir s'il n'y a pas des conséquences sur les voies aériennes, sur l'animal et sur l'expiration en elle-même. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Malo. Des questions. J'en ai une là sur la dilatation des. Enfin, tu parles de dilatation des voies pour la manip de lait notamment. Ouais. Et, ici. Ouais, c'est ça. Donc, pour remettre là, je comprends, mais pour ceux qui ont oublié là, le volume indexé, donc c'est le volume qu'il y a dans les poumons qu'on récupère justement par CT scan et Rx. Et c'est vrai que du coup, moi sur mes résultats aussi, j'ai un volume qui est bien plus important pour ce cochon-là. Mais qu'est-ce qui dit que c'est bien une dilatation des voies et pas juste qu'il a des poumons qui sont plus développés qu'en novembre? Ça peut être ça aussi, mais là, c'est avec les données que j'ai là, je l'ai supposé de cette manière-là. Okay. Mais ça pourrait être aussi que les poumons sont plus développés et qu'on n'ait pas du tout les mêmes propriétés. Ouais. Okay. Et juste pour la partie vitesse du son, là, je sais plus c'était quel slide. Juste après, voilà. Ouais. Ici, si tu veux. Là, tu avais dit qu'on a créé une vitesse du son maximale de 0,9 en novembre, oui, ouais, sur le premier cochon. Ok, donc la vitesse maximum, la vitesse du son dans la trachée est à 1,2. Ouais, donc là, c'est pas la vitesse du son qui crée quoi, chose. Donc c'est autre chose, oui. Ouais, ok. Oui, vas-y. Est-ce que vous avez pensé, pour éviter les collapsus, à, je sais pas, mais venir placer un renfort dans la trachée? Enfin, ça peut être peut-être un peu mécanique, mais venir placer... Alors le problème, c'est que comme là en fait, on l'a montré, c'est que le problème vient pas de la trachée en elle-même, mais des bronches beaucoup plus lointaines. Et on sait qu'il y a des collapsus qui se créent dans les bronches plus lointaines, pas que dans la trachée. Et même si on renforce la trachée, on décale juste le problème plus loin. Oui. J'ai une question. Dans cette étude, je pense que vous avez utilisé combien de cochons? Seulement 2. Est-ce que... Non,
statistiquement parlant, il n'y a pas de répétabilité dans les tests. Est-ce que c'est suffisant pour tirer des conclusions? Non, pas du tout. Il faudrait le faire sur une dizaine de cochons, voire un peu plus, pour prouver la répétabilité. Et surtout, les conclusions, par exemple, c'est qu'il y avait 20 mg de différence pour la dilatation. Exactement, ouais. Je ne sais pas si c'est juste ça qui peut faire ce genre de comportement. C'est une supposition, mais il faudrait le répéter sur un troisième cochon pour voir si c'est ce paramètre-là. Et avec parce que Malo travaille avec moi et il a fait aussi, il a travaillé aussi pendant la manip sur cette partie-là et nos conclusions sont plutôt cohérentes jusqu'à présent. Mais il faudra le répéter sur un troisième cochon, voir si c'est répétable. Et si ça ne l'est pas, c'est qu'il faut chercher autre part. C'est quoi le nombre minimum pour ce genre de test biologique pour tirer les conclusions? Moi, je ne saurais pas dire, je ne suis pas médecin, mais je pense que ça peut aller jusqu'à une dizaine de cochons. Ouais. C'est pas l'histoire de mal, hein, c'est purement statistique. Parce que on a des gens dans la rue. Mais je pense que ce soit statistiquement. je pense que c'est quoi le standard? Souvent, c'est plutôt 50 et plus. Hein. Oui. Oui. Est-ce que vous avez fait des CT scans des deux cochons dans leur respiration avant même de mettre la machine pour comparer leur respiration de gaz? Avec de l'air, tu veux dire? Ouais. En fait, on a déjà. Alors moi, j'ai pas les données, je sais pas les données, mais je sais qu'on en a déjà fait, il y a longtemps par contre. Tu disais que ça pouvait venir de plein de choses, la différence 40-60. Peut-être en faisant une première mesure avant de la vidéo, pour voir s'il y a une différence de base ou pas, avant même de mettre la machine. On aurait pu, oui, c'est vrai. La différence de base, c'est des cochons nés à terme qui font 2,2 kg chaque. Et après, la différence de base, elle peut être entre toi et moi, on va voir le cœur ici et toi, majoritairement là. Enfin, ça peut être des différences comme ça, mais a priori, il y a plus de différence entre le cochon et l'humain qu'entre les cochons. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut se terminer là. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci.